Bonjour à toutes et à tous. Alors merci d'abord d'être présent aujourd'hui parce que si vous êtes là, c'est que vous aimez la culture, que vous aimez la partager et que vous aimez la faire vivre. Merci aussi à Monsieur Yanni Bada de permettre cette belle diversité d'offres de la part de l'Université Lyon 3. Pour me présenter, donc je suis professeure de littérature chargée de TD ici à Lyon 3, mais aussi professeure en lycée de français et de culture générale. C'est la première fois que je viens proposer un cours à l'université culturelle. J'espère que je ne serai pas trop intimidée de ces cours. Je vous propose donc 2 séminaires. Le premier, il aura lieu donc au premier semestre, le vendredi après-midi de 14h à 16h, et il est intitulé « S'interroger à la lumière des plus belles pages de la littérature française ». Alors, le titre est un petit peu pompeux peut-être, mais l'idée, c'est véritablement de feuilleter et de prendre un certain plaisir à relire des pages que nous considérons connues. Tout au long de ce parcours, il va s'agir donc d'éclairer nos questionnements à la lumière de grands textes. Le premier que je vous propose, c'est de nous interroger sur l'acte même de lire. Qu'est-ce que lire ? Que cherchons-nous à travers nos lectures ? Alors, ces réponses peuvent être diverses, elles sont bien sûr personnelles, mais elles ont été aussi posées par de grands auteurs. Je pense à Sartre, je pense à Barthes et à d'autres que nous aurons l'occasion de découvrir. Et évidemment, à travers des personnages de la littérature, on a tous en tête les fameux romans de Madame Bovary. Par la suite, nous pourrons feuilleter quelques pages de La recherche du temps perdu de Proust. Et nous relirons bien sûr l'épisode fameux de la Madeleine, mais aussi d'autres grands moments de la recherche, pour nous interroger sur ce processus de la réminiscence, de ce surgissement dans nos existences, comment il nous prend un petit peu à défaut parfois, pour répondre à la question « Que faire de notre passé ?» Vous voyez, j'essaye de changer un petit peu de questionnement à chaque fois pour nous promener à travers ces pages. Je vous propose ensuite de nous pencher sur le sujet de la naissance, de ce qui s'y joue à ce moment-là. Et j'aimerais partir, bon, attention, le texte peut paraître étonnant au départ, de la naissance de Gargantua, chez Rabelais, que j'aimerais aborder donc à travers, avec cette question, qu'est-ce que la naissance ? Qu'est-ce que c'est que ce cataclysme ? Et en même temps, ce paradoxe qu'elle revêt, c'est-à-dire, naître est une expérience tout à fait énigmatique et qu'on ne choisit pas, et pourtant qui va nous engager totalement au monde. Autre question que je vous propose et autre page que nous pourrons feuilleter ensemble, c'est celle de l'éducation sentimentale de Flaubert. En particulier, à partir du personnage de Frédéric Moreau, héros romantique, né trop tard dans un monde trop vieux. Et à partir de ce personnage-là, j'aimerais poser la question, qu'est-ce que c'est qu'agir ? Que représente finalement cette action révolutionnaire aux yeux de ce héros, Frédéric, de toutes les insurrections, présent à chaque fois, Est-ce qu'il suffit d'être là ? Est-ce qu'il suffit de faire corps avec la foule pour agir ? C'est vraiment la question que j'aimerais poser à travers ces pages. Ensuite, j'aimerais aborder des pages moins connues, plus poétiques. Nous aurons l'occasion de lire celle d'un très grand poète que vous connaissez, qui a un œil qu'il porte sur le monde qui peut nous aider à garder le nôtre aux aguets. Il s'agit de Philippe Jacotet. Que voit-on quand on regarde ? C'est la question que j'aimerais poser à travers ces pages. Qu'est-ce que notre regard engage ? Qu'accueille-t-on du monde par notre œil ? Et c'est véritablement à travers plusieurs recueils de Jacotet que je vais aborder cette question. Par la suite, nous explorerons aussi un autre trait de notre condition d'homme en feuilletant cette fois-ci Les choses de Georges Perec. Un texte qui dit notre attachement aux choses, à la matérialité cette fois. Oui, pourquoi aimons-nous tellement les choses ? Que dit de nous cette fascination de l'avoir, cette fièvre d'être par l'avoir ? Immense écrivain que Perec, que l'on peut lire aussi en tant que presque sociologue, et qui nous invite à nous interroger véritablement sur ce que nous attendons de ces choses. 2 sujets que j'aimerais ensuite aborder, qui sont finalement au cœur de nos quotidiens, celui de la place du travail, et un autre que j'ai choisi, celui de l'héroïsme. La séance, donc, c'est la 9e séance, je crois. Elle est intitulée « Nos héros sont-ils fatigués ?»
On a pu encore parler il y a peu du héros au sac à dos qui a tenté de faire fuir l'assaillant à Annecy. Nos héros de chair et d'os, mais aussi nos héros de papier, auraient-ils perdu cette sorte de sacre d'autrefois, leur grandeur passée? Quelle faille caractériserait aujourd'hui l'humanité de nos nouveaux héros, de ceux qui feraient de leur faiblesse et de leur humanité en quelque sorte une force les rendant capables d'agir, capables d'endosser le risque et paradoxalement de devenir ces héros? Donc héros, anti-héros dans la littérature, voilà ce qui va nous occuper un petit peu dans ces séances-là, dans cette séance-là. On pourra aussi découvrir quelques pages de la littérature contemporaine. Qu'est-ce que le héros aujourd'hui dans la littérature? Une autre question, donc celle du travail. Travailler rend-il heureux? Pourquoi travaillons-nous? C'est initialement assez étonnant d'associer travail et plaisir, à moins de... c'est une question discutable, on en parlera, mais en tous les cas, c'est une question actuelle à l'heure où finalement certains pensent la fin du travail. On découvrira bien sûr et on redécouvrira certaines pages de Zola, mais j'aimerais vous conduire jusqu'à des écrivains plus contemporains, et je pense aussi à Joseph Pontus, par exemple, que vous avez certainement croisé. Je mettrai pour terminer à l'honneur la poésie. Et alors, j'ai pas de voyage prévu, il est que spirituel, mais c'est déjà pas mal. On va s'interroger donc autour de la question du voyage et la place du voyageur. Pour se poser plusieurs questions. D'abord, qui est-il ce voyageur? Pourquoi partir? Et que désirons-nous vraiment dans le voyage? Ça, c'est cette question que je poserai à travers les textes de Baudelaire en particulier. Je parlerai également d'une très grande poétesse. Alors là, je ne suis plus sur le thème du voyage, mais toujours, j'ai le souci de faire vivre la poésie. Je ne sais pas si vous avez vous êtes autant touché que moi quand vous croisez dans les rayons d'une librairie un rayon de poésie fournie. Mais c'est de plus en plus rare et j'aimerais vraiment qu'on renoue avec la poésie, qu'on la fasse vivre. Et j'aimerais vous présenter une très grande poétesse du Moyen-Âge qui s'appelle Marie de France à travers les laits qu'elle a composés au XIIe siècle et qui véritablement pose la question du merveilleux. Qu'est-ce que le merveilleux au Moyen-Âge et a-t-on aujourd'hui besoin de merveilleux encore? Comment peut-on le faire? Comment peut-on le redécouvrir? Donc c'est un texte ancien, bien sûr, qui se fait à la fois poétique, philosophique, romanesque. C'est un texte très, très riche. Alors, pour ce qui concerne vraiment les modalités de ce cours, vous avez vu, c'est une promenade, on va dire, à travers vraiment des textes très différents, des thèmes très différents. Je proposerai des lectures pour chaque séance avec... Bien entendu, la possibilité de lire toute l'œuvre. Si vous voulez relire les choses de Pérec, je n'y vois absolument aucun inconvénient. Si vous voulez relire la recherche, aucun problème non plus. Et je croiserai également ces pages avec des études d'œuvres plus artistiques pour prolonger notre réflexion selon ce que nous traiterons. Voilà pour le premier séminaire qui a donc lieu au premier semestre le vendredi de 14h à 16h. Le second séminaire est très différent. Il aura lieu au second semestre et le vendredi matin de 10h à 12h. Il s'intitule « Esther et Athalie de Jean Racine, deux tragédies métaphysiques oubliées ». On change totalement cette fois-ci de perspective. Ce cours va se proposer donc de lire ou de relire conjointement et en résonance ces deux dernières œuvres du grand Racine, en s'interrogeant bien sûr sur la spécificité de chacune, qui ont eu des histoires aussi très particulières de création, et à donner aussi à entendre un texte qui résonne particulièrement encore aujourd'hui. Je ferai une introduction qui sera historique, générique, à propos du théâtre au XVIIe siècle, bien sûr. Et l'idée, c'est vraiment de comprendre comment ces deux grandes œuvres peuvent se lire un peu comme le testament de Racine à la fin de sa vie.
Il faut savoir qu'elles ont été bien sûr composées sous le règne de Louis XIV, mais 11 ans après que Racine quitte le théâtre. Il y a donc ce silence de Racine qui va revenir au théâtre en 1689 pour Esther, en 1691 pour Athalie, et qui répond finalement à une commande qui est celle de Madame de Maintenon, donc Madame de Maintenon qui a épousé, vous savez, secrètement Louis XIV, et qui dirigeait alors la maison royale de Saint-Louis, actuelle Saint-Cyr, qui était en fait un pensionnat de jeunes filles destiné aux jeunes nobles, aux jeunes filles nobles pauvres. Elle-même avait vécu cette noblesse finalement désargentée et avait été placée dans un couvent où elle avait eu une instruction assez médiocre. Et elle a un grand projet pédagogique. Elle a un grand projet pour faire vivre les demoiselles de Saint-Cyr. Elle veut le meilleur. Et le meilleur passe par cette commande à Racine. Donc 2 pièces qu'elle souhaite vraiment édifiantes et grandioses. Et elles seront effectivement, elles tiendront ce cahier des charges en quelque sorte. Alors évidemment, ce qui est intéressant, c'est de comprendre qu'au XVIIe siècle, le théâtre, surtout à cette période-là, n'est pas forcément perçu comme heureux, notamment par certains dévots qui y voient une discipline assez trouble et puis qui ne sont pas tellement convaincus par ce spectacle de jeunes filles que l'on met sur scène et qu'il faut regarder. Non, donc c'est tout des circonstances qu'il va falloir rappeler et qui sont particulièrement intéressantes pour rentrer dans le texte. Alors Esther, évidemment, c'est une pièce dont le récit est présent dans la Bible, dont le récit éponyme, vous le trouverez facilement. On y lit l'histoire du peuple hébreu, évidemment. Ce qui est intéressant, c'est que dans ces 2 pièces, Racine va finalement faire bouger les lignes du tragique. Vous connaissez Phèdre, vous connaissez les grandes tragédies raciniennes. Et avec ces 2 pièces, on redécouvre totalement, on relie ces lignes qui bougent. Et qui bougent à travers 2 personnages féminins, Esther la lumineuse, Athalie, personnage beaucoup plus obscur, et qui vont toutes les 2 finalement se lever. Esther, pour mettre un terme au processus tragique dans lequel est inscrit son peuple. Donc Racine va faire entrer finalement la lumière dans l'obscure tragédie, on pourrait dire. Et dans Athalie, on y voit aussi comment Racine va transformer cette révolution militaire, politique, en une rébellion plus sacrée, avec une chose importante où le petit... Alors, je vous parle des personnages déjà, mais ça vous rappellera des souvenirs. Le petit Joas va se lever, le plus faible va se lever et va triompher du plus fort. Donc, c'est le petit qui va triompher du grand, le cacher du visible. Et tout cela vous met déjà sur la piste, évidemment, édifiante des pièces qu'a voulu Racine. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'on y lit aussi la manière dont les personnages vont sceller leur propre destin. Il y a une forme finalement, c'est une pièce aussi sur la liberté. Et ça, c'est assez intéressant de le voir. Bref, c'est une pièce théologique, philosophique, et d'une richesse poétique et littéraire évidente. Alors là, on aura l'occasion de passer par la musique, par le chant, par également des représentations artistiques de très grande qualité. On s'arrêtera sur le songe d'Athalie et bien d'autres textes, bien d'autres passages. Oui. Il me reste 2 minutes et j'accélère. On s'intéressera aussi aux lettres de Madame de Sévigné qui, en fait, sont passionnantes dans ce domaine puisqu'elles constituent le témoignage de la réception de ces 2 pièces, en particulier de la réception d'Esther. Elle était, en fait, en quelque sorte, elle sera en quelque sorte notre envoyée spéciale à Saint-Cyr pour nous rendre compte de cette réception des pièces. Bon, pour finir, tout simplement, Esther et Athalie, donc 2 grandes pièces où éthique et esthétique, c'est ça qui est intéressant, vont s'unir et vraiment développer une poétique très particulière chez Racine, qui est en fait une poétique où chez Esther, le signe même de la grâce va s'incarner chez Esther et l'incarnation du fameux Dieu caché va s'incarner dans Athalie. Voilà. Pour terminer aussi, j'ai à cœur que chacun puisse entendre les textes, les faire entendre. Donc, lorsque je donnerai des textes
en amont, ce serait bien que chacun puisse lire ces textes et les partager, parce que l'idée, c'est aussi de partager la beauté des textes, ce plaisir du texte, cher à Barthes, qu'on pourrait partager ensemble. Voilà, je vous attends nombreux. Je me réjouis à l'idée de découvrir toutes ces pages ensemble, pages très différentes, mais qui, je le sais, trouveront des échos en chacun. Merci beaucoup. Merci Madame Barre.